Le 14 novembre 2017, un homme de 42 ans gare sa camionnette au bord d'un chemin forestier qu'il emprunte depuis près de 20 ans. Il laisse le moteur tourner. Il descend, referme sa portière et fait exactement 47 pas dans la neige fraîche. Et puis plus rien. Ses empreintes s'arrêtent net, au milieu d'une clairière parfaitement dégagée, sans trace d'arrachement, sans traînée, sans la moindre perturbation au sol. Comme si le ciel l'avait aspiré. Pendant 7 ans, les gendarmes les plus expérimentés de la région ont étudié chaque détail de cette scène. Aucun d'entre eux n'a jamais pu expliquer ce qu'il s'est réellement passé ce matin-là. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous ne le trouverez dans aucun livre, car la famille a longtemps refusé d'en parler. Restez avec moi jusqu'à la dernière minute, parce que la révélation finale va complètement changer votre lecture de toute cette affaire. L'homme s'appelait Vincent Marlot. Il vivait dans un hameau de 32 habitants, perdu dans les contreforts des Vosges, à près de 800 mètres d'altitude. Bûcheron de métier, marié depuis 17 ans à une institutrice prénommée Hélène, il était le père de 2 adolescents de 14 et 11 ans. Les gens du village le décrivaient comme un homme méthodique, presque obsessionnellement ponctuel. Il buvait son café noir à 6 heures précises. Il partait au travail à 6h30. Il rentrait à 19h, pas une minute plus tard, sauf lorsqu'un chantier l'obligeait à s'éloigner, ce qu'il annonçait toujours plusieurs jours à l'avance. Ce matin-là, rien n'avait changé. Hélène l'avait vu enfiler sa veste matelassée, embrasser les enfants endormis et refermer doucement la porte. Elle jurera plus tard qu'il n'avait ni rendez-vous inhabituel, ni la moindre contrariété apparente. Vincent avait prévu de marquer des arbres dans une parcelle communale située à 4 km du hameau. C'était un travail de routine, une tâche solitaire qu'il effectuait plusieurs fois par mois. Il emportait un carnet, une bombe de peinture orange, une hachette et un thermos de café. Rien de plus. Les collègues de la coopérative forestière confirmeront qu'il ne portait jamais d'argent sur lui lors de ses sorties et qu'il ne possédait aucun appareil permettant de le géolocaliser. Il connaissait la forêt par cœur, chaque sentier, chaque ruisseau, chaque rocher. Il aurait pu s'y déplacer les yeux fermés. À 9h47, un chasseur nommé Daniel Roncier emprunte le même chemin forestier. Il aperçoit la camionnette de Vincent, reconnaissable à son autocollant jaune sur la lunette arrière. Le moteur tourne toujours. La portière conducteur est fermée mais non verrouillée. Sur le siège passager, le thermos est ouvert, encore à moitié plein d'un café tiède. La hachette est posée contre la portière, la bombe de peinture sur le tableau de bord. Aucun objet ne manque. Daniel s'étonne, mais ne s'inquiète pas immédiatement. Il pense que Vincent est parti relever des pièges ou observer un animal. Il continue sa route. Ce n'est qu'à la fin de la journée, lorsque Hélène appelle la coopérative pour savoir pourquoi son mari n'est pas rentré, que l'alarme se déclenche. Les collègues se rendent sur place. Ils retrouvent la camionnette exactement dans l'état décrit par le chasseur. Le moteur a fini par caler, mais tout le reste est intact. Et surtout, il y a ses empreintes. 47 pas, parfaitement nets, imprimés dans une neige épaisse de 15 cm. Les pas avancent vers le nord-est, droit, régulier, sans hésitation. Puis ils s'arrêtent. Pas de cercle, pas de glissade, pas de dépression dans la neige, pas la moindre branche cassée au-dessus. Simplement le silence. Les gendarmes arrivent avant la nuit. Ils sécurisent la zone. Ils photographient tout. Ils font venir un maître chien dès le lendemain matin. Le chien, un berger belge nommé Xar, suit les empreintes pas à pas, renifle les abords, revient sur ses traces et au moment d'atteindre la fin de la piste, il s'assoit brusquement et se met à gémir. Son maître le pousse, l'encourage, tente de le lancer dans toutes les directions possibles. L'animal refuse d'avancer d'un seul pas au-delà de la dernière empreinte. Plus étonnant encore, il refuse aussi de reculer seul. Il faudra le porter dans les bras jusqu'à la voiture. Avant d'aller plus loin dans cette affaire absolument hors norme, si vous êtes sensible à ce genre d'enquête rigoureuse sur des faits réels et oubliés, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire avec votre propre hypothèse et un like si vous voulez que je continue à explorer ces mystères. Votre soutien me permet de retrouver des documents, de rencontrer des familles et de vous partager ces histoires que personne n'ose raconter. Revenons à Vincent.
Les recherches s'intensifient dans les jours suivants. Plus de 200 personnes ratissent la forêt. Des hélicoptères survolent la vallée à basse altitude pendant 3 journées entières. Des plongeurs explorent le ruisseau gelé en contrebas. On sonde des failles rocheuses. On inspecte chaque abri de chasse, chaque cabane, chaque remise abandonnée. Rien, absolument rien. Pas un vêtement, pas une empreinte supplémentaire, pas une goutte de sang. La forêt garde son secret avec une obstination troublante. Les enquêteurs explorent alors toutes les hypothèses classiques. Fugue volontaire, enlèvement, règlement de compte, accident de travail dissimulé. Ils analysent les comptes bancaires de Vincent, étudient ses relations, interrogent ses collègues, ses voisins, ses parents. Rien ne colle. Pas de dette, pas de maîtresse, pas de conflit, pas d'assurance vie récemment modifiée. Vincent ne buvait pas, ne se droguait pas, ne fréquentait aucun milieu trouble. Son dernier rendez-vous médical, 3 semaines avant sa disparition, indiquait une santé irréprochable. Hélène montre ses messages, son carnet, son ordinateur. Tout est d'une banalité désarmante. Au bout de plusieurs semaines, les gendarmes reviennent sur la scène avec un œil neuf. Et là, un détail que personne n'avait relevé refait surface. Sur la dernière empreinte, celle qui marque la fin du parcours, le pied droit de Vincent est orienté d'environ 30 degrés vers la droite. Comme si, au moment de disparaître, il s'était retourné à demi. Comme s'il avait vu quelque chose ou quelqu'un arriver par le côté. Et pourtant, aucune autre empreinte ne converge vers ce point, ni humaine, ni animale. Les experts envisagent un moment une chute au travers d'une cavité naturelle. Ils sondent le sol sur un rayon de 20 mètres autour de la dernière trace. La terre est ferme, compacte, sans vide souterrain détectable. L'hypothèse est abandonnée. Un autre élément intrigue les enquêteurs. Entre la camionnette et la fin des empreintes, on remarque que la foulée de Vincent s'accélère très légèrement sur les 10 derniers mètres. Comme s'il avait hâté le pas, comme s'il avait été attiré par quelque chose. Un biologiste consulté à l'époque suggère la présence possible d'un gros gibier blessé. Mais aucune trace animale récente n'est identifiée dans la clairière. Et aucun braconnier n'a été signalé dans la zone. Les mois passent, l'affaire devient un sujet tabou dans la vallée. Les chasseurs évitent le secteur. Certains prétendent y avoir entendu des craquements inexpliqués, des voix lointaines, un murmure porté par le vent. Une vieille habitante du hameau raconte à qui veut l'entendre qu'en 1968, un autre homme avait disparu dans des conditions similaires, à moins de 2 kilomètres de là. Les archives communales confirment partiellement ce récit. Un ouvrier agricole de 29 ans s'était bien volatilisé en février 1968, mais les circonstances exactes n'avaient jamais été documentées. Le dossier, rangé à la sous-préfecture, ne compte aujourd'hui que 3 feuillets manuscrits. 3 années s'écoulent sans aucun élément nouveau. Hélène demande la déclaration d'absence, puis refuse finalement de la signer. Elle dort toujours du côté gauche du lit. Elle met encore 2 tasses sur la table le matin par réflexe. Les enfants grandissent. Ils ne parlent plus de leur père, mais gardent sa veste accrochée dans l'entrée, exactement à la place qu'il avait laissée. Puis, au printemps 2020, un événement rouvre brutalement le dossier. Un randonneur égaré à une 30aine de kilomètres du lieu de la disparition, dans un massif voisin, tombe sur un abri de fortune dissimulé sous un surplomb rocheux. À l'intérieur, il trouve un carnet à la couverture verte, humide, à demi rongé par les rongeurs. Les premières pages sont illisibles, mais sur la dernière page intacte, on peut lire, d'une écriture reconnue plus tard comme celle de Vincent, une seule phrase, tracée à la hâte. Cette phrase, je vais vous la citer intégralement, parce qu'elle est au cœur de cette énigme. Elle dit ceci: « Je n'ai pas choisi, ils étaient déjà là quand je me suis retournée. Point final. » Pas de signature, pas de date, pas d'autre indication. Le carnet est authentifié. L'écriture correspond sans ambiguïté. Le papier est compatible avec celui d'un bloc-notes vendu dans la coopérative où Vincent travaillait. L'abri où il a été retrouvé se trouve à une distance considérable du point de disparition, dans une zone particulièrement escarpée, accessible uniquement à pied, après plusieurs heures de marche à travers un relief difficile. Comment ce carnet est-il arrivé là? Qui l'a transporté? Et surtout, que signifiait cette phrase? Les enquêteurs explorent une piste longtemps écartée.
Vincent connaissait depuis l'enfance un groupe d'anciens ouvriers forestiers dont plusieurs avaient cessé toute activité officielle dans les années 2010. Ces hommes, selon certaines rumeurs, continuaient de fréquenter les forêts pour des motifs qui n'avaient rien à voir avec le bûcheronnage. Contrebande de bois rares, cultures illégales, stockage de matériel. Rien n'a jamais été prouvé, mais plusieurs témoignages recoupés suggéraient que Vincent, sans participer à ces activités, en avait peut-être entendu parler par accident. L'hypothèse d'un témoin gênant a été étudiée pendant près de 2 ans. Aucun élément matériel solide n'a jamais été produit. Aucune charge n'a été retenue contre quiconque. Et pourtant, un détail supplémentaire vient troubler encore davantage cette affaire. Lorsque les gendarmes réexaminent les photographies prises le jour de la découverte de la camionnette, un technicien remarque, à l'arrière-plan, entre 2 arbres situés à une 50aine de mètres de la dernière empreinte, une silhouette floue, très floue, presque indéfinissable. Certains y voient simplement une ombre, un jeu de lumière, une branche mal orientée. D'autres, après analyse, estiment qu'il pourrait s'agir d'une forme humaine, immobile, tournée vers l'objectif. Le cliché a été diffusé à plusieurs experts en imagerie forensique. Leurs conclusions divergent. Le mystère reste entier. Aujourd'hui, plus de 7 ans après les faits, l'affaire n'est toujours pas close. Officiellement, le dossier est classé sans suite, mais non archivé. Hélène continue de recevoir, chaque année, au mois de novembre, une lettre anonyme déposée dans sa boîte aux lettres. L'écriture n'est pas celle de son mari. Les mots sont brefs. Il répète, avec quelques variations, la même idée. Il va bien, il ne peut pas revenir, ne le cherchez plus. Hélène a remis chacune de ses lettres aux autorités. Aucune empreinte utilisable n'a jamais été relevée. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette histoire, ce n'est pas une théorie précise, car aucune ne tient totalement debout. Ce qu'il faut retenir, c'est la puissance du silence, la capacité d'une forêt à garder un secret pendant des décennies, la fragilité d'une vie qui, en 47 pas, bascule définitivement hors du monde connu, et le courage d'une femme qui, malgré tout, refuse de refermer la porte tant qu'une réponse n'aura pas été apportée. Et pour terminer, je vais vous livrer la révélation que je vous avais promise au début. Au cours de mes recherches, j'ai eu accès à un document jamais rendu public. Un rapport interne rédigé par l'un des tout premiers gendarmes arrivés sur place. Dans ce rapport, il note un détail qu'aucun compte-rendu officiel n'a repris par la suite. À côté de la dernière empreinte de Vincent, enfouie sous un léger voile de neige fraîche qui venait tout juste de retomber, il y avait un objet, un seul, un petit médaillon en métal terni représentant un saint protecteur des voyageurs. Vincent, selon sa femme, ne portait jamais de bijoux, il n'en possédait aucun. Ce médaillon n'appartenait pas à la famille, il n'a jamais été identifié. Il n'a jamais été rattaché à aucun disparu connu, à aucune victime, à aucune affaire en cours. Et il a mystérieusement disparu du scellé lors de son transfert entre 2 services. Introuvable à ce jour. Quelqu'un, ce matin-là, a peut-être posé ce médaillon à cet endroit pour signifier quelque chose. Un adieu, un avertissement, un message que personne, aujourd'hui encore, n'a réussi à décoder. Si vous avez une idée, une théorie ou même une expérience similaire dans votre région, partagez-la en commentaire. Je lis chacun d'entre vous et je continuerai tant que vous serez là à chercher ce que les forêts refusent de dire. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À très vite pour un nouveau mystère.